Selon Cissé Saint, Ibrahim Zighi serait décédé. C'est qui Cissé Saint? Cissé Saint, n'est-ce pas, c'est un militant sympathisant du RHDP, mais surtout un militant du RDR d'antan. Ça veut dire que ce n'est pas un nouveau au RHDP, c'est un ancien du RDR. Il nous donne une information. Selon Cissé Saint, Ibrahim Zighi aurait été torturé à la DST de Côte d'Ivoire. Le cyberactiviste ivoirien d'origine burkinabé, Ibrahim Zighi serait décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il n'aurait pas survécu à la torture au fil électrique subie à la DST. On peut me démontrer le contraire. Repose en paix. Merci. Voici donc les informations que Cissé Saint donne. Et depuis le matin, j'ai l'impression qu'aucun cyberactiviste ivoirien ne veut communiquer dessus. Et je comprends. C'est peut-être parce que personne ne veut croire à ça. Zighi, il est jeune, il n'a que 25 ans. Il a tout l'avenir derrière lui. Il est prêt, il est déterminé. Il lutte, on l'aime. Et s'il tombe, ça peut effondrer beaucoup de personnes. Alors, on a peur de communiquer là-dessus. Mais la question que moi je pose aux cyberactivistes ivoiriens, depuis quand le gouvernement ivoirien met autant de temps pour pondre un communiqué après avoir été un jeune? Ibrahim Zighi est jeune, il a 25 ans. Donc ce n'est pas lui qui fait peur à ce gouvernement. Alors pourquoi autant de temps si on n'a qu'une seule vidéo? C'est eux qui ont sorti des conversations pour nous faire croire qu'ils parlaient avec des terreaux à l'extérieur, selon eux-mêmes. Donc s'ils ont toutes leurs preuves, pourquoi ils n'ont toujours pas fait de communiqué? Il y a deux possibilités. Soit on nous montre Zighi, soit il est décédé. Alors, il est important que les cyberactivistes commencent à communiquer là-dessus. Au moins, on aura gagné si finalement on nous montrait Zighi. Parce qu'aujourd'hui, c'est de savoir où est Zighi pour que sa famille soit auprès de lui, pour que ses avocats soient auprès de lui, pour que ses amis soient auprès de lui, pour que son parti politique, en fait, pour que tous ceux qui veulent apporter un soutien soient là pour soutenir le jeune. S'il y a des choses qu'on reproche à Zighi, il faut qu'il soit entendu, qu'il passe devant un juge et qu'on respecte les règles de la chose. Mais si ces gens-ci ne montrent pas Zighi, alors il est important de commencer à prendre, même si on doit prendre avec des pincettes ce que dit Cissé Saint, il faut quand même le prendre au sérieux. Nous n'avons jamais vu le gouvernement RHDP ou alors RDR durer autant avant de donner un communiqué par rapport à une histoire. La maman de Zighi dit qu'elle ne sait pas où est son fils. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Ça ne veut pas dire qu'il est dans un poste de police à la DST ou bien à la DIT et je ne sais pas. Non, elle dit qu'elle est partie partout. Et on lui dit que son fils n'est pas là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Elle est partie partout et on dit son fils n'est pas là-bas. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire qu'il n'est pas là-bas? Il n'est pas là-bas, il est où? Le procureur de la République ne fait aucun communiqué. Personne ne fait un communiqué sur la situation. Et les cyberactivistes refusent de communiquer sur cette possibilité parce qu'on a peur que ça soit vrai. Et je peux comprendre. Ça fait peur à tout le monde que ça soit vrai. Mais il faut communiquer dessus. Est-ce que le régime en place a éliminé physiquement Ibrahim Zighi? S'ils ne l'ont pas éliminé, où est le gars? Où est le gars? Mais on ne sera pas surpris. Où est Alino Faso? Il est décédé. Est-ce qu'il faut compter le nombre de jeunes qui sont morts entre les mains de ce régime en place? Est-ce qu'il faut vous expliquer comment ils ont fait pour venir au pouvoir? En tuant plus de 3000 personnes? Et vous pensez que pour conserver le pouvoir, ils n'ont pas le courage d'éliminer encore des gens? Surtout des gens qui ont une notoriété, des gens dont la lutte porte, les gens qui ont un courage. Est-ce que pour effrayer la jeunesse, ils ne seraient pas capables de sacrifier un jeune? Si ceci est avéré et que le PPACI ne lance pas les mots d'ordre, moi ça va vraiment me faire très mal. Donc je continue à espérer que cette information de Cissé Saint soit un fake et qu'il veut simplement le faire pour que le gouvernement nous montre Zighi. Mais si ceci venait à être avéré, je pense qu'il ne faudra même plus attendre le 10, il faudra prendre tous les rues d'Abidjan. La team, après avoir dit ceci, regardons ici la sortie de Kone Katina, qui a parlé fort par rapport au cas de Zighi. Mais ensuite, regardons ce débat entre un jeune du PPACI et un jeune du RHDP aujourd'hui même sur la TV. Écoutons ces vidéos-là. Ce matin, au siège du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Katina Kone, président du Conseil stratégique et politique du parti, a pris la parole pour clarifier
la position du PPACI sur les candidatures à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Des actes que le président Laurent Gbagbo pose tous les jours démontrent que le gouvernement est conscient qu'il n'a jamais été déchu. Et nous prenons par exemple l'article 8 de la loi 93-668 du 9 août 1993 relative au Parlement et aux partis et aux groupements politiques. Cet article dit ceci: les membres fondateurs et les dirigeants des partis et groupements politiques doivent être de nationalité ivoirienne et jouir de leurs droits politiques et civiques. Le président Laurent Gbagbo est notre président du PPACI. Il agit ex qualité et est notoirement connu comme tel. Donc, on ne peut pas jouir des droits civiques et politiques pour une situation et en être privé pour une autre. Le président du Conseil stratégique et politique du PPACI s'est également prononcé sur l'arrestation d'Ibrahim Zighi, cyberactiviste proche du parti. Âgé d'une trentaine d'années, Zighi a été interpellé par la police le 1er septembre. Selon le PPACI, son arrestation s'est faite après la diffusion virale d'une vidéo dans laquelle il appelait à la mobilisation lors de la validation des candidatures. C'est-à-dire une vidéo dans laquelle il appelle les Ivoiriens à sortir de façon pacifique, portant les drapeaux de la Côte d'Ivoire, pour aller le 10 s'asseoir dans les maquis pour écouter les délibérations du Conseil constitutionnel. Si telle est l'information qu'on nous donne est vraie, est-ce que cela est suffisant pour interpeller ce jeune homme-là dans ces conditions? Donc nous dénonçons cette énième arrestation qui dénote de l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Après Gala Colibri, après quel autre cyberactiviste, mais laissez les gens s'exprimer dans ce pays. C'est leur droit. La déclaration de Katina Koné survient à 8 jours de la publication officielle des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Le PPACI continue ainsi de réclamer la réintégration de Laurent Gbagbo et des autres candidats à la présidentielle du 25 octobre 2025, marquant une étape clé de sa stratégie politique. Pour mieux comprendre leurs différentes positions sur la thématique évoquée. Messieurs, un débat responsable, un débat courtois, comme on sait si bien le faire, n'est-ce pas, dans nos différents partis. Nous commençons avec les différentes questions, les différentes thématiques, la participation politique des jeunes, la place et contribution des jeunes dans la dynamique des partis politiques, l'engagement citoyen dans le débat démocratique en Côte d'Ivoire et les défis et l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous commençons avec vous, Monsieur Aka Malan Defort. Pensez-vous que dans votre parti, les jeunes sont à leur place? Alors, j'aimerais d'entrée vous remercier d'avoir associé la Ligue des jeunes à cette émission. Du PPACI? La Ligue des jeunes, bien sûr, du PPACI à cette émission qui vient pour traiter les questions de la jeunesse dans un contexte politique assez tendu à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Alors, nous sommes tous conscients qu'il y a urgence. Urgence parce que qui parle d'élection parle des jeunes, parle de la population statistique qui concerne les jeunes. Et donc, si on parle d'urgence, c'est qu'il y a urgence sur la sécurité des jeunes. Et bien entendu, urgence sur le traitement réservé à leur opinion politique. C'est pourquoi, d'entrée, dans cette première prise de parole, j'aimerais rendre hommage à un jeune qui, comme moi, de par son opinion politique, a été enlevé depuis 48 heures à son domicile, saccagé. Depuis lors, le camarade Zighi Ibrahim, que vous voyez sur cette photo, est introuvable. Ses proches sillonnent tout le commissariat du district d'Abidjan. Sa mère a visité les unités spéciales de la police, telles que la DITT, la PLCC, la DST, à l'effet de savoir où est son fils. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore de résultat. Et pourtant, une source journalistique proche du parti au pouvoir a annoncé que Zighi a été bien interpellé, avec photo à l'appui qu'il a été interpellé. Alors, face à cette situation d'état de non-droit, j'aimerais, devant toute la nation ivoirienne, appeler à ce que les droits de notre camarade Zighi soient respectés. Et ce n'est pas le premier cas. Bien avant lui, il y a eu le camarade Gala Colibri, ici présent, qui était membre
de la direction du PPACI, qui a été lui aussi à son domicile enlevé brutalement, manu militari, dans des conditions irrégulières, conformément au code pénal. Et ce n'est pas normal. Alors nous sommes ici pour parler de la question de l'intéressement des jeunes à la politique. Mais bien évidemment, vu cette situation, il est indéniable que les jeunes ne puissent pas s'intéresser à la politique dans ces conditions-là, surtout pour le peu qui ont le courage de pouvoir s'exprimer publiquement. Pour revenir à votre question, vous savez, on peut analyser la place de la jeunesse du PPACI au sein de notre parti politique sur 3 axes. Allez-y. Le premier axe, c'est au niveau de la participation à la vie du parti. Le deuxième axe, bien évidemment, on va parler de leur représentativité au niveau de l'ensemble des organes du parti. Et le dernier axe, c'est au niveau de leur leadership. Concernant le premier axe, sur la participation active des jeunes à la vie des jeunes du parti, la Ligue des jeunes, ou disons la jeunesse du PPACI, occupe une place centrale dans le dispositif du PPACI. Bien évidemment, elle joue un rôle de mobilisation, c'est une force de mobilisation, mais aussi une force de proposition. Une force de mobilisation parce que c'est l'avant-garde de notre combat politique. Vous allez voir que dans toutes nos manifestations politiques, les jeunes mobilisent parce qu'il y a un réel engouement à la chose politique et aux idéaux du PPACI. Vous allez aussi voir que les jeunes participent à la conception de la stratégie globale et des stratégies à déployer dans les différentes commissions du parti. J'en veux pour preuve le livre du projet de société du PPACI qui est sorti récemment. Les jeunes ont participé à tous les travaux techniques, aussi bien dans les commissions techniques qu'au niveau du comité de coordination des travaux. Très bien. Donc, je veux dire que c'est une preuve palpable. Au niveau de leur représentativité sur l'ensemble des organes, vous allez trouver des jeunes de moins de 35, moins de 35 ans qui sont membres du secrétariat général du parti. J'en veux pour preuve la SNT Eden Zadelova. SNT, ça veut dire quoi? Secrétaire national technique. Eden Zadelova. Vous allez trouver le secrétaire national technique Oula Ansel, qui sont membres de la direction du parti, hormis la Ligue des jeunes. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, le PPACI a tout ce qu'il faut pour pouvoir séduire les jeunesses, et la jeunesse ivoirienne. Très bien, merci beaucoup à Kamalan Defort qui réagissait donc à la première question posée. La même question vous revient. Je rappelle que vous êtes Yeo Dengi Mani, directeur de cabinet du président des jeunes du RHDP. Alors merci. D'entrée, je voudrais remercier la chaîne pour l'opportunité qu'elle donne à la jeunesse du RHDP. Avec votre plaisir, notre plaisir. Pour donc donner sa position sur l'actualité politique et des questions qui concernent la jeunesse. En prenant donc la parole, c'est un sentiment qui m'anime. J'aurais dû certainement, en venant ici, apporter également la photo de Choupapi, qui est actuellement incarcéré, pour montrer qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, dès l'instant où on se rend donc complice d'actes délictueux, naturellement, la justice s'abat ce soir. Alors, premier élément. Deuxième élément, je voudrais très sincèrement, donc, pour répondre à votre question, revenir sur la place centrale qu'occupe la jeunesse du RHDP donc, dans la vie du parti. Alors, cette place se perçoit déjà au niveau du secrétariat exécutif, qui est donc, on va dire, la structure opérationnelle dans la vie du RHDP. Et les jeunes ont la chance d'occuper une place de choix dans ce secrétariat, en ce sens qu'ils ont donc l'opportunité de siéger et de prendre des initiatives qui comptent dans la marche du parti. Et j'en veux pour preuve l'une des dernières initiatives que la jeunesse a portée et qui finalement a été une activité phare du parti. C'était donc le 26 août dernier, lorsque les jeunes de Côte d'Ivoire, donc dans leur grande majorité, et les jeunes du RHDP en particulier, ont donc décidé de sauver de l'oubli le dépôt de candidature du président Alassane Ouattara. Et on a vu l'élan militant qui s'est donc fait autour de l'événement. Et donc finalement, le parti lui-même a accompagné les jeunes et l'activité a été un franc succès. Et il faut aujourd'hui, on parle aux jeunes, il faut leur parler avec beaucoup de responsabilité. Notre pays, depuis 2011, a fait un bond qualitatif en avant en termes donc de liberté d'expression et en termes donc de respect de l'état de droit. Et venir sur un plateau le dénier, c'est nous plonger dans des débats qui aujourd'hui n'intéressent plus les jeunes. Alors, notre loi fondamentale en Côte d'Ivoire est claire sur la question. La loi fondamentale en Côte d'Ivoire garantit la liberté d'expression,
Mais au même moment, cette liberté, elle est balisée. La loi dit en Côte d'Ivoire, vous avez donc le droit de parler, mais dans le respect de la loi. Vous avez le droit de vous exprimer sur des questions d'intérêt, mais dans le respect des droits d'autrui. Vous avez le droit de prendre position, mais dans le respect de l'ordre public. Vous avez le droit d'avoir des opinions, mais dans le respect de la sécurité nationale. Et donc, chaque fois que des personnes vont, au nom de la liberté, enfreindre ces principes naturellement, la justice fera son travail. Et je ne suis pas là forcément pour m'ériger en porte-parole de la justice, mais je voudrais, en toute humilité, donc parler aux jeunes en toute responsabilité. Nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur TikTok, c'est vrai, on donne donc des opinions sur des questions d'intérêt, mais il faut pouvoir le faire avec beaucoup de responsabilité. Quand cela est dit, je termine par la place centrale donc, de la jeunesse du RHDP dans la marche du parti. Vous vous souviendrez, lors des pré-congrès du RHDP dernièrement, de juin à mai, dans nos différentes régions politiques, les jeunes se sont mobilisés pour prendre toute leur place dans les réflexions qui se sont déroulées donc, à la faveur de ces pré-congrès. Et à Ebimpe également, on a pu voir sur les plus de 100 000 militants mobilisés, on n'avait pas moins de 80% qui étaient jeunes. Très bien. Et ils l'ont encore démontré dernièrement pour accompagner le président déposer sa candidature. Très bien. Pascal, question aux deux. Oui, sur le cas Ziggy, puisque M. Aka a embouché la trompette sur ce sujet-là avant de répondre à votre question. Un commentaire rapide et puis une question. Alors un commentaire rapide, c'est que nous tous ici, en tout cas moi particulièrement, nous sommes friands d'exprimer qu'une arrestation reste un acte qui est, je dirais pas normal, mais qui est possible dans une démocratie. Je pense que c'est regrettable que quand cela doit arriver, ça se fasse dans ces conditions-là. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faudrait qu'on emploie le conditionnel aussi dans nos prises de parole, parce que quand on dit « il a été arrêté Manu Militari »,« on est parti à tel ou tel endroit et qu'on n'a pas trouvé », je pense qu'il faut avoir des attitudes les plus républicaines et les plus légalistes possibles. Il appartient à ceux qui sont en recherche de ce jeune homme dont je déplore vraiment avec la plus grande vigueur cette façon qu'il a eu de disparaître volontairement, involontairement, avec si les forces de l'ordre sont impliquées, si elles ne le sont pas, tout ceci reste au conditionnel. Mais au cas où ce serait une action de nos autorités policières ou autres, j'aimerais vraiment qu'on sorte de cette spirale d'arrestation de ce type-là. Mais encore une fois, je le redis, ce commentaire-là, c'est qu'il faut employer le conditionnel. Et il faut utiliser les moyens que met à la disposition notre République. Nous avons un procureur de la République qui est là pour agir pour le peuple, comme cela l'indique. Donc il faut le saisir, il faut vraiment que les jeunes montrent l'exemple pour dire, de ne pas se promener d'institution ou de commissariat en commissariat, et de saisir le procureur et de demander à l'autorité compétente de façon formelle où se trouve un individu, quel qu'il soit, politique ou pas, dans cette République-là, quand on ne le retrouve pas. Ceci étant dit, je me réjouis de leur vitalité démocratique, et aujourd'hui ma question c'est, aujourd'hui, pourquoi eux se sont intéressés à la politique? Je vois que pour M. Aka, par exemple, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans la politique. Quelle est l'efficacité aujourd'hui de son engagement et comment il veut être perçu par les jeunes qui nous regardent aujourd'hui pour qu'on ne dise plus les anciens sont en arrière et les jeunes sont naïfs ou manipulés? M. Aka? Alors, et ça vaut pour les deux. Alors, vous avez dit un thème qui est assez essentiel, la manipulation, l'instrumentalisation. Alors, au PPACI, nous avons fait de la formation politique un leitmotiv. Et c'est bien pour cela que nous marchons dans les pas du président Laurent Gbagbo. Les jeunes sont manipulés parce qu'il n'y a pas de cadre de discussion, de formation et surtout de débat démocratique. Vous voyez un peu. Aujourd'hui... Le débat démocratique, c'est-à-dire? De débat démocratique à l'intérieur des partis politiques. Ah, très bien. Bien sûr. Parce que vous allez prendre... Il y a des cas qui existent. En juin 2019, par exemple, il y a des jeunes qui sont allés verser un liquide qui s'apparente à du sang devant la résidence du président Henri Konan Bédié. Après que le président Henri Konan Bédié, ait tenu des critiques contre le parti au pouvoir. Et ces derniers-là
ont eu à tenir un discours devant sa résidence comme quoi que c'est parce qu'il a tenu des propos, des critiques contre le président de la République qui sont venus verser du sang. Mais ces derniers-là, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Quand des jeunes montent dans un baka d'hiver, pendant que des manifestants, des populations ivoiriennes usent de leurs droits constitutionnels, notamment l'article 19 et l'article 20, qui garantit à tout Ivoirien sa liberté de pouvoir exprimer son opinion politique. Publiquement, peu importe la manière, enfin, publiquement, bien évidemment, c'est encadré par la loi. Quand ces derniers-là vont s'attaquer à ces Ivoiriens qui manifestent leurs droits constitutionnels, c'est de la manipulation. Et c'est pourquoi nous, au PPACI, nous faisons de la formation, je vais dire un cadre assez important, parce qu'un jeune qui est mal formé, il finit comme les jeunes de Baka Vert, il finit comme les jeunes, par exemple, on a vu un groupe de jeunes qui se sont permis de menacer des prêtres. En janvier 2020, les prêtres de l'Église catholique avaient projeté une marche pacifique pour la paix. Ce n'était même pas une action assez virulente ou bien menaçante. Mais on a vu des jeunes qui sont levés au nom du parti au pouvoir pour menacer les prêtres, comme quoi que si les prêtres font cette marche-là, ils vont les trouver dans la rue. Les vidéos existent. C'est de la manipulation. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous disons que dans un parti politique, quand on ne privilégie pas un cadre de formation et de débat, de discussion pour former les jeunes, on finit toujours comme ça. C'est pourquoi vous n'allez pas voir les jeunes du PPACI mener ce genre d'action. Très bien. Voilà. Très bien, on va écouter donc, le directeur de cabinet. Oui, allez-y. Alors, avant de répondre à votre question, permettez que je puisse rétablir les faits. Allez-y. Je me réjouis que mon ami Malan du PPACI ici présent donc, accorde une place d'honneur à la formation dans son parti. Je veux vraiment l'encourager dans ce sens, parce que si formation il y avait, les dérives qu'on constate aujourd'hui, notamment avec la jeunesse du PPACI, je pense qu'on aurait pu donc être épargné. Alors l'autre élément, le déni de démocratie, c'est au PPACI. Vous avez un parti qui a été incapable d'organiser les élections donc de la Ligue des jeunes. Et le président du parti a dû nommer quelqu'un qui n'est pas jeune, qui aujourd'hui donc conduit les activités de ce parti. Vous avez un parti où quelqu'un... Il conduit les activités de la Ligue des jeunes. De la Ligue des jeunes. Quelqu'un, pour avoir donc à un moment donné exprimé une opinion contraire, a dû claquer la porte du parti pour avoir droit de citer. En l'occurrence, M. Awadomelo. Donc le déni donc, de démocratie, c'est au PPACI. Et il y a un logiciel aujourd'hui qu'il faut désinstaller. La manipulation des jeunes sous le régime FPI dans sa nouvelle version PPACI de 2000 à 2010, c'est derrière nous. Aujourd'hui, avec la gouvernance actuelle, les jeunes, leur place donc, qui leur est dévolue et donc on leur reconnaît, c'est comment on les implique dans la gouvernance donc, du pays. Et on a donc des preuves matérielles de jeunes aujourd'hui en responsabilité et qui chaque jour travaillent à pouvoir apporter des réponses concrètes aux préoccupations des autres jeunes. Donc à un moment donné, il faut pouvoir changer de narratif. On nous sort donc des histoires de Baka Vert. Je voudrais donc qu'il nous apporte la preuve ici qu'il a pu identifier les personnes qui étaient à l'intérieur et que ces personnes seraient d'un parti qu'il semble indexer ici. Donc à un moment donné, il faut être beaucoup plus responsable dans les propos. Alors pour revenir à la question qui m'a été posée, le sens donc de mon engagement, je pense, et beaucoup de jeunes avec moi, que l'engagement politique, c'est un vœu pieux qu'on émet pour sa communauté. On vient en politique parce qu'on porte un idéal. Et cet idéal, en tant que jeune, certainement, dans un premier temps, il est porté par des leaders en qui on se reconnaît par leur façon de faire. Aujourd'hui, ça me désole de faire le constat qu'on a le sentiment d'avoir deux Côtes d'Ivoire qui se regardent donc en face. Une Côte d'Ivoire en laquelle nous croyons, c'est cette Côte d'Ivoire donc des jeunes au travail, parce qu'ils ont pris conscience de leur responsabilité dans la marche du pays. C'est cette Côte d'Ivoire qui pense qu'on a pu à un moment donné avoir une histoire qui ne soit pas belle par endroits, mais il faut pouvoir tirer les bonnes leçons de ce passé pour effectivement donc donner toute sa chance à la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Daouda. Merci beaucoup Christelle. Tout à l'heure, j'ai entendu Malan nous dire qu'au PPACI, nous au PPACI, la formation est notre leitmotiv. Que ce soit pour le PPACI ou pour le RAGP, je mets la formation en doute dans ces deux partis. Pourquoi? Allez-y. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les différents militants de ces deux partis, c'est les adeptes tout crachés de l'injure publique, des fake news, des menaces. Il suffit que, je pense qu'on est tous sur ce plateau-là, que ce soit Herman ou moi,
Quand c'est Herman qui dit quelque chose, il est attaqué en règle. Quand c'est moi ou Élisée ou quelqu'un d'autre qui dit quelque chose, il est attaqué en règle. Donc, quand vos militants, PPACI et RHDP, ça donne à ce type de pratique, finalement, est-ce qu'ils sont force de construction ou bien, finalement, dans vos formations, c'est des guerriers numériques que vous nous formez? Je commence par vous, M. Malan. Alors, M. Daouda, j'aimerais vous dire que chaque personne est responsable de ses propos. Hein. Alors, vous êtes sur un plateau en tant que chroniqueur, vous formulez des critiques à l'endroit des leaders politiques, des responsables politiques. Souvent même, à plusieurs reprises, il a été décrié, en tout cas par les participants, que vous avez eu à tenir une attitude pas tellement courtoise avec ces derniers-là. Donc, donnez-moi un cas. Non, on va pas personnaliser le débat. Non, comme il le personnalise, je veux qu'il donne un cas. On ne personnalise pas. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais donc vous n'êtes pas dans le vrai. Vous donnez un cas. S'il vous plaît, mais si vous ne donnez pas un cas, vous n'avancez pas. Daouda, non. Donnez un cas. Si je ne donne pas un cas, je n'avance pas. Non, donnez un cas. On va être plus simple. Je vais revenir au débat. Donc donnez un cas. Ce que je voulais dire, j'ai fini de dire, mais je vais revenir au débat. Nous revenons au sujet. Restons courtois. Je vous en prie, messieurs. On va rester sur le débat. Allons-y, oui. Voilà. Donc, je dis que vous, en tant que chroniqueur, vous êtes responsable de vos propos. Et quand vous formulez des critiques à l'endroit des leaders politiques et que vous les formulez mal, mais c'est normal en tant que personnage public que vous vous attendiez à des réactions au niveau du peuple. Cela n'engage en rien le PPACI et son président Laurent Gbagbo. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dire. Très bien. Et ça ne met pas en doute le fait qu'au niveau du PPACI, nous faisons de la formation... enfin, nous mettons la formation politique, voilà, un credo ou voilà, une place de choix dans le dispositif d'encadrement de la jeunesse. C'est un peu ce que j'aimerais dire sur ce qu'il a dit. Normalement, il n'a pas posé de questions, mais j'avais voulu... J'ai posé une question justement, peut-être sûrement que vous ne voulez pas y répondre. Je vous ai posé la question suivante. Est-ce que finalement, au sein de vos différents partis politiques, est-ce que ce sont des militants citoyens que vous formez ou des guerriers numériques que vous formez? Parce que je vais aller encore plus loin dans la question pour vous permettre d'être plus large. Quand des gens se réclamant du PPACI disent clairement, Daouda, quand on va le voir dans la rue, dans les embouteillages, on va lui jeter un cocktail Molotov pour le brûler vif. Il se réclame. Mais je n'ai jamais dit qu'il est membre du PPACI. Non, attendez. Donc pour ça, parce que j'ai donné un avis sur un plateau... Non, s'il vous plaît. Je vais finir, puis vous allez prendre la parole. Vous estimez que parce que j'ai donné un avis sur un plateau, ça mérite qu'on me brûle vif dans les embouteillages? D'accord, je peux répondre à votre question? Bien sûr. Allez-y. Ce que je dis, que vous devez retenir, c'est que quand vous posez une question sur la base d'une affirmation qui n'est pas vérifiée. Qu'est-ce que j'appelle affirmation qui n'est pas vérifiée? C'est que vous dites que vous avez entendu des personnes parmi les 30 millions d'habitants, des individus parmi les 30 millions d'habitants qui constituent la Côte d'Ivoire, vous menacer, je ne sais pas où, sur les réseaux sociaux. Tout. Je ne peux pas me porter garant pour défendre des gens ou des choses que je n'ai pas vues. Ou disons, des personnes qui ne sont pas membres dont on n'a pas la preuve qu'ils sont membres du PPACI. Si vous me dites aujourd'hui que M. Blaise Lasp, ou bien M. Prince Arthur Dali, ou bien M. Damana Picasse, ou bien même M. Lago Fabrice, vous a dit ceci, ou bien vous a menacé dans la rue, je peux me porter garant pour dire le pourquoi. Très bien. Ou pour le défendre. Mais je ne peux pas me baser sur ce que vous avez entendu dans un taxi ou bien dans un yango où vous étiez, pour ne pas faire de la publicité, pour dire que voilà, c'est forcément les militants ou c'est la formation qu'on nous inculque au PPACI. Très bien. On va écouter donc la réaction de monsieur du RHDP. Allez-y. Alors, je ne suis pas très confortable avec un élément de réponse de mon frère Malan qui m'a semblé, à l'entame donc du débat, prendre position pour un activiste qui aurait été arrêté de façon injuste. Et là, il vient de nous dire qu'il n'est pas responsable des propos que tiennent certaines personnes, quand bien même que cette personne soit donc militante du PPACI. À un moment donné, il faut pouvoir être vraiment, je vais dire, très, très correct dans notre posture. Ou bien, on est, on va dire, défenseur de l'état de droit, et donc, pour tous les militants, qu'ils soient du parti au pouvoir ou du PPACI, on réclame l'égale application du droit, ou bien on se garde donc d'aborder ces questions. Premier élément. Deuxième élément, pour répondre à la question de Daouda, je voudrais rappeler qu'en mars 2025, j'étais à Daloa à une formation avec donc des jeunes du mouvement des étudiants républicains de Côte d'Ivoire qui m'avaient invité. Et la formation avait porté sur
la communication aujourd'hui telle qu'on la voit. Et j'avais insisté sur le fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a donc un canal par excellence pour pouvoir prendre position et donner un sens à notre engagement politique, défendre des causes sociales, défendre même des causes économiques. On a beaucoup de jeunes frères aujourd'hui qui font du commerce sur ces réseaux-là. Mais après, il faut éviter donc de considérer ces canaux comme un mécanisme de libertinage. Et donc, on peut effectivement les exploiter à bon escient sans tomber donc dans le libertinage. Et cela appelle de la part des jeunes beaucoup de responsabilités. Donc vous aussi, vous faites de la formation, votre credo. J'ai dit ce jour-là, et ceux qui me suivent pourront donc s'en souvenir, je dis, je me vois mal en train d'aller défendre un jeune du parti au pouvoir qui a tenu des propos désobligeants. Parce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara nous donne tous les arguments dans tous les domaines pour mener des débats sérieux, des débats structurés, sans tomber donc dans des menaces. Ça n'a pas de sens. Donc voici notre position sur la question. Très bien. D'un relance et on passe à Pascal. Non, je vais juste poser une autre question sur l'insertion des jeunes, parce que je ne vais pas m'attarder sur ça. L'idée, c'est que, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui estiment qu'on ne peut pas avoir du travail aujourd'hui en Côte d'Ivoire sans qu'on ne soit pistonné politiquement. Si on n'a pas un piston quelque part, on n'a pas de position, tout et tout, on n'a pas de financement. Vous, RHDP, quelle est votre analyse sur cette question-là? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui le disent. Allez-y. Beaucoup de jeunes, comment on les estime? Avant de répondre à la question, je voudrais quand même situer les faits. Alors, le président Alassane Ouattara prend le pouvoir en 2011 dans un contexte où le pays donc, a connu une grave crise. On est sorti pratiquement de 10 années de crise. Et donc, pendant 10 ans, on a eu en Côte d'Ivoire des jeunes qui sont restés sans perspective. Et donc, l'accumulation de ce stock de jeunes demandeurs d'emploi a fait que, en 2010, on se retrouve avec près de 4 millions de jeunes en quête donc de perspectives d'insertion. Et donc, dès la prise du pouvoir, plusieurs mécanismes. Donc, quand je dis mécanismes, ce sont des programmes, des projets qui sont mis en œuvre pour que ces jeunes puissent pouvoir retrouver espoir donc, en leur pays. Et c'est à travers l'Agence d'emploi jeune, c'est à travers des projets comme Timo qui sont mis en place, Agir, ainsi de suite, qui permettent donc aujourd'hui d'insérer plus de 3 500 000 jeunes, dont plus de 1 400 000 emplois formels qui ont été créés. Maintenant, la question sur l'engagement qui préside donc aux initiatives, il faut avoir un engagement au RHDP avant d'avoir un emploi, pour moi, c'est un faux débat. Puisque, en tant que militant, je suis régulièrement sur le terrain. Et très souvent, on a des jeunes qui, quand bien même qu'ils sont militants, estiment que, bon, ils échouent à des concours. Vous voyez? Donc, s'il y avait un mécanisme automatique qui faisait que dès l'instant où vous êtes militant du RHDP, toutes les portes vous sont ouvertes, ces jeunes n'allaient pas se plaindre. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Monsieur Akamalan, votre vision justement sur l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire? J'aimerais dire... Non, je vais revenir sur un élément qu'il a eu à dire. Allez-y. C'est qu'il disait tantôt que dès l'accession au pouvoir de M. Alassane Ouattara, les jeunes n'avaient pas d'emploi. Bien évidemment que... en tout cas, il y a plein de jeunes qui n'avaient pas d'emploi parce que ces derniers avaient été instrumentalisés au fin d'une rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Pendant que le président Laurent Gbagbo s'attelait à trouver des stratégies, à réfléchir pour trouver des emplois aux jeunes, on a un camp ou une catégorie d'Ivoiriens qui armait des jeunes pour s'attaquer aux institutions de la République. Donc, normal que quand le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, il trouve des jeunes sur le carreau qui n'aient pas d'emploi. Ça, c'est vraiment un élément sur lequel j'avais voulu insister. Pour revenir sur l'opinion de certains jeunes, la question est très pertinente, disant que quand on n'a pas quelqu'un dans le pouvoir ou au pouvoir, on ne peut pas facilement avoir un emploi. Bien évidemment, ce ressenti-là est devenu encore plus persistant en septembre 2024. Je vais revenir sur un fait. Où des cadres du parti au pouvoir, qui sont des agents de l'État, des fonctionnaires, ont mis en place un projet qu'on appelle e-emploi. Un projet qu'on appelle e-emploi. Et comment ils ont justifié la mise en place de ce projet? Ils ont dit que eux, en tant que parti au pouvoir, en tant que RHDP, il était important qu'ils puissent trouver de l'emploi à leurs militants. Et figurez-vous qu'ils ont créé une plateforme où, pour pouvoir candidater aux offres d'emploi, il fallait rentrer ou renseigner dans un formulaire sa carte de militant du RHDP. Le e-emploi dont vous parlez? Oui, du e-emploi dont je parle. Je ne suis pas en train de dire... Donc, sur quelle plateforme?
Oui, la plateforme existe encore en ligne. Le responsable. Oui, tout à fait. Voilà, M. Karim Ouattara, je pense que c'est lui qui était le commissaire général du projet. Je vais revenir. Ça n'a rien à voir avec Karim Ouattara. En tout cas, Alors, Vous aurez le temps de réagir là-dessus, rassurez-vous. M. Karim Ouattara a fait une conférence de presse publique où il a défendu le projet. Donc, je peux dire qu'il est parmi les organisateurs, mais ce n'est pas là le plus important. Ce que je veux dire, c'est le ressenti des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens. Vous savez, dans la Constitution, il y a l'article 14 qui dit qu'aucun Ivoirien ne doit être ignoré sur la base, enfin, dans la quête d'un emploi, sur la base de son opinion politique, de son appartenance ethnique ou de ses croyances religieuses. Ça, c'est l'article 14 de la Constitution qui le dit. Attendez, je lis un peu l'article 14. Toute personne a le droit de choisir librement sa profession, son emploi. L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous en fonction des qualités et des compétences. Et interdit toute discrimination dans l'accès aux emplois ou dans leurs exercices fondés sur le sexe, l'ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Voilà. Allez-y. Donc, l'article que j'ai eu à énoncer, il est juste. Alors, la question que les jeunes se sont posées au lancement de ce projet, c'est que les organisateurs sont des agents de l'État. Et donc, ils sont adossés à la fonction publique ivoirienne. Qu'est-ce qui prouve que ces emplois-là ne sont pas sortis des circuits de l'administration ivoirienne? Malheureusement, c'est une question à laquelle, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse. Je ne suis pas en train d'accuser le parti au pouvoir d'avoir mis à la disposition de ses militants des emplois directs, mais je suis en train de dire que le parti au pouvoir, en initiant ce projet, n'a pas réussi à rassurer les Ivoiriens sur le fait qu'il met en place un projet pour ses militants, donc une catégorie d'Ivoiriens, sans toutefois prouver le fait que ces emplois-là ne sont pas sortis des circuits de l'État. Très bien. Monsieur du RHDP, vous réagissez rapidement, ils n'ont pas rejeté? Alors, il a dit tellement de choses, finalement, je ne sais pas où commencer. L'instrumentalisation des jeunes, selon lui, avec la réunion de 2002, je l'ai dit une fois sur un plateau, et je voudrais quand même le rappeler à mon frère Malan. Aujourd'hui, il me semble qu'un certain Guillaume Soro est en de très bons thèmes avec l'opposition ivoirienne, en l'occurrence le PPAC. Et j'ai souvenance également que Guillaume Soro a écrit un livre dans lequel il défend la rébellion. Et nulle part, il n'a trouvé de connexion avec celui qui voudrait accuser. Donc, vous êtes en train de dire que pendant 10 ans, quelqu'un vous a empêché de travailler et aujourd'hui, vous n'êtes pas choqué que vous soyez en de très bons thèmes avec cette personne, mais vous continuez de vouloir bouc émissariser le débat en cherchant quelqu'un à accuser. Il faut à un moment donné faire preuve de responsabilité. Le PPAC, dans sa version ancienne, a échoué à assurer la sécurité des Ivoiriens à partir de 2002 et c'est un bilan qui n'est pas beau, mais il faut pouvoir l'assumer. Il fait partie de votre bilan. C'était à vous, effectivement, de 2000 à 2010, d'assurer à la Côte d'Ivoire et à ses populations d'être en toute quiétude. Et je le dis en citant le président Alassane Ouattara, qui a ébimpé le 22 juin 2025, face à ses militants, dit ceci. Pendant longtemps, vous ne m'avez pas vu parce que j'étais en mission pour apporter des réponses aux préoccupations de nos compatriotes. Et il dit, on a réussi des choses ensemble en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'infrastructure. Mais le bilan dont on doit être le plus fier, c'est ce que nous avons pu réussir en termes de paix, en termes de stabilité, en termes de sécurité. Et donc, nous considérons que ce sont les piliers de la marche d'un pays vers l'avant. Vous avez échoué à pouvoir le faire pour la Côte d'Ivoire, vous devez l'assumer pleinement. Sur la question du militant, je pense que M. Issa Fadiga, qui était porteur du projet à l'époque, est passé ici et il a donné clairement les objectifs qui s'étaient assignés en lançant le projet. Je ne voudrais pas m'ériger en Issa Fadiga ce soir, mais dit que dans tous les partis politiques, même chez vous, à la Ligue des jeunes, je sais que ça existe, il y a des dispositifs ou des secrétariats en charge de l'insertion. Pourquoi ce sont des mécanismes qui permettent de faire des formations en termes de rédaction de CV, en termes de lettres de motivation pour augmenter les chances des jeunes qui postulent à des offres d'emploi. Et ça se limite à ça. Très bien. Alors on vous garde, messieurs. On reste avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Le débat doit continuer parce qu'il y a encore des questions sur lesquelles je pense que vous devez vous exprimer au nom de vos différents partis politiques. Isabelle Vauvor est déjà sur la façon dont il estimait que le pouvoir gérait les différentes positions pour la jeunesse. Alors, en termes de travail. Merci une fois de plus.
j'étais en train de rappeler justement tous les efforts qui ont été faits depuis 2011 par le président Alassane Ouattara et les gouvernements successifs pour adresser efficacement les problématiques d'insertion des jeunes. Et pour revenir sur la question, par exemple, des perspectives qu'offre l'Agence Emploi Jeunes, je veux quand même rappeler que les listes des bénéficiaires de tous les dispositifs de l'emploi jeune sont publiques et consultables. Et le ministre, Touré Mamadou, à qui je rends hommage, à chaque fois qu'il déploie le ministère dans une région, vous allez voir plusieurs jeunes passer, faire des témoignages, rendre des témoignages de ce qu'effectivement, à un moment donné, ils sont allés tester le dispositif et ils ont pu bénéficier donc d'un mécanisme qui leur a permis de soutenir leur activité génératrice de revenus. Et ça, ce n'est rien à côté du fait qu'aujourd'hui, il y a un autre dispositif qui est lancé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la foire de l'emploi et du recrutement, qui est donc un mécanisme qui a été mis en place par le ministère pour rapprocher les recruteurs donc des jeunes qui vont soumettre leurs projets et nombreux parviennent de tous les jeunes de Côte d'Ivoire, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, indépendamment donc de leur chapelle politique. Voilà. Je pense que, et ça il faut quand même le préciser, la fonction publique en Côte d'Ivoire est, on va dire, l'émanation ou encore l'incarnation de la justice sociale, donc par excellence. Et donc tout Ivoirien qui a les compétences de concourir pour un poste naturellement ou encore pour une responsabilité dans l'administration, indépendamment du fait qu'il soit du parti au pouvoir ou de l'opposition, il a effectivement la possibilité de pouvoir avoir la place qui lui revient de droit. Et vous nous dites sur ce plateau que les listes sont consultables par Les listes sont consultables et j'invite mon frère Malan au sortir de ce débat donc d'aller sur le site du ministère de la Jeunesse ou encore sur les plateformes de l'Agence Emploi Jeunes et il pourra effectivement, région par région et certainement même département par département, voir la liste de tous les bénéficiaires. Et comme je l'ai dit, ils sont de tous les partis, de toutes les régions. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un message important à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. N'écoutez pas ceux qui passent leur temps à jeter donc le discrédit sur les mécanismes qui existent et qui sont de nature à vous procurer donc, ou trouver de l'emploi. Allez donc questionner le dispositif, allez soumettre vos projets, allez éprouver donc le dispositif existant et il se compte par milliers les jeunes qui ne connaissent personne mais qui ont cru aux mécanismes, qui sont allés soumettre leurs projets et qui aujourd'hui ont pu bénéficier d'un financement. Très bien, messieurs, donc les questions sont ouvertes. Herman, on commence avec vous. Ma première question, pour rester dans l'emploi jeune, l'insertion professionnelle, on a vu que votre parti politique a créé quand même une fenêtre qu'on appelle IRHDP, enfin pour donner e-emploi au niveau, pour donner des emplois aussi aux jeunes. Est-ce que cette approche-là est inclusive, elle intéresse aussi les jeunes qui ne sont pas forcément militants de votre parti? Bon, je pense qu'il y a répondu à la question. Non, vous parlez tout à l'heure de l'emploi jeune. Je parle même de dans votre la première partie au niveau du RHDP. J'ai répondu à la question. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, c'est pas bon, c'est pas mauvais de répondre. J'ai dit qu'à un moment donné, il y a un secrétariat au sein du parti porté par un certain, donc bon, pas un certain, par M. Issa Fadiga, qui décide de mettre en place un mécanisme d'encadrement des militants. Quand il dit mécanisme d'encadrement, c'est comment initier des formations en termes donc, de rédaction de CV, en termes de rédaction de lettres de motivation. Et au-delà, c'est une plateforme qui rapproche les recruteurs donc des jeunes demandeurs d'emploi. Et voici la nature donc, de cette plateforme. Il n'existe aucune passerelle entre cette plateforme et des dispositifs de la fonction publique. Donc c'est une certaine classe politique qui a voulu instrumentaliser le débat pour en faire un sujet donc, qui alimente aujourd'hui la polémique. Herman, votre micro, vous le redressez. Mais une telle initiative du parti au pouvoir qui le fait à l'endroit de ses militants, n'est-ce pas laisser une certaine marge de la population jeune à côté vis-à-vis de ces opportunités-là? Ce que je sais de la plupart des partis en Côte d'Ivoire, vous qui portez si bien l'étendard des écologistes, je sais que dans la mise en place de votre dispositif, vous prévoyez certainement au sein donc, des structures de jeunesse un démembrement qui se charge des questions d'insertion, histoire d'encadrer les jeunes en termes de formation, leur permettre donc d'avoir d'abord accès à l'information, mais aussi augmenter leurs chances
à travers donc, des mécanismes, par exemple, je l'ai dit tantôt, comment on rédige un tel élément, comment voilà, on peut aller à une fois de l'emploi et puis finalement pouvoir bénéficier d'un financement. Voici un peu des initiatives qui sont responsables et qui n'ont rien à voir avec une volonté de vouloir donc faire installer dans le pays une sorte d'injustice d'un point de vue social. Ça n'a rien à voir. Très bien. Herman, question à M. Malon? Oui, rapidement, à votre niveau, je voudrais avoir votre regard sur le 4e mandat. C'est vrai que vos partis politiques respectifs... Sur quoi? Sur le 4e mandat. Il n'y a pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Bon, si vous voulez, c'est à lui que je pose la question. Ce sont les éléments de langage. Après, vous aurez la capacité de répondre. Il n'y a pas de 4e mandat. Non, je veux qu'on s'accorde sur ça déjà. C'est l'élément de langage du PPACI. Vous aurez la parole, rassurez-vous. Vous allez me permettre. Je pense que c'est admis aujourd'hui qu'on appelle ça 4e mandat. C'est admis par qui? Ben, l'opinion, on en parle. On ne va pas faire le débat, nous, de la question que je pose. Vous aurez la parole, monsieur Yora. Je vais rectifier, alors. Aujourd'hui, selon le pouvoir en place, la question du 2e mandat de la 3e République du président Alassane Ouattara, au niveau du PPACI, vous dénoncez ce 4e mandat-là. Vous dites pourquoi? Quel est aujourd'hui le regard des jeunes vis-à-vis de cette approche de leur parti politique? Alors d'entrée, j'aimerais vous dire que je ne suis pas de ces Ivoiriens-là, tout comme des millions d'Ivoiriens à qui on impose des éléments de langage. Quand on est dans un pays qu'on considère comme un état de droit, on n'impose pas un élément de langage à quelqu'un, d'autant plus que nous sommes tous allés à l'école et nous savons appréhender la question des mandats. Je vais revenir sur la question. Vous savez, l'article 55 de la Constitution est clair. Dit que cet article stipule que pour candidater à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement ivoirien, avoir au moins 35 ans et... Non, l'article 55 revient plutôt sur le fait d'avoir un seul mandat. Un seul mandat, bien sûr. Deux mandats. Deux mandats, bien sûr. C'est des alinéas de l'article 55 nous dit le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Voilà. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Et le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Voilà. Il doit être exclusivement donc c'est des alinéas père ou de mère d'origine. Allez-y. Voilà. Allez-y. Et donc, à côté de l'article 55, nous avons l'article 183 qui dit clairement que, pour revenir sur la modification de la Constitution qui a été effectuée en 2016, parce que nos amis du RHDP nous disent clairement qu'on serait passé à une autre république, donc les compteurs sont mis à zéro. Il est bon de pouvoir donner l'article 183, la législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Voilà, c'est ce que je dis. Nos amis du RHDP fondent leur argumentaire sur le fait que de 2016, enfin de 2000 à 2016, nous serions passés à une nouvelle république et pour cela, les compteurs sont mis à zéro. J'aimerais dire à mon interlocuteur en face de moi qu'il ne saura jamais trouver un seul article dans la Constitution qui dit que lorsque la Constitution est modifiée, si on a déjà fait 2 mandats, le compteur est remis à zéro. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là, vous êtes le président Ouattara, au moment de la modification de la Constitution, était en train de terminer son 2e mandat. Et l'article 183, qui était hier l'article 133, dit clairement que si d'une Constitution à une autre, les textes n'ont pas changé, là, ils ont fait une interprétation simple, pour que les Ivoiriens des bas-quartiers, bon, enfin pas des bas-quartiers, mais des Ivoiriens, les Noussis, puissent comprendre. Si les tests de la Constitution d'hier à aujourd'hui sont restés les mêmes, alors la réglementation reste toujours en vigueur. Mais le président Ouattara est en train de terminer son 2e mandat. De l'article 55 à l'article 35 d'hier, on a dit que le président est élu pour 5 ans et est rééligible une seule fois. Qu'est-ce qui a changé d'hier à aujourd'hui? Pourquoi on nous dise que les compteurs sont remis à zéro? Rien n'a changé. D'autant plus que l'article 133 et l'article 183 stipulent les mêmes choses.
Donc, de l'ancienne constitution à la nouvelle constitution, il n'y a pas eu de changement. Très bien. Et donc, s'il n'y a pas eu de changement, même au niveau du nombre de mandats, on ne peut pas considérer qu'on passe à une nouvelle république. Et je dis encore qu'il n'est écrit nulle part que quand on rentre dans une nouvelle république, les compteurs sont mis à zéro. À moins qu'il m'en apporte la preuve. Très bien. Monsieur Yero, allez-y. D'accord, merci. Je voudrais, pour revenir sur ce que M. Herman a dit tout à l'heure, préciser qu'il n'est aucunement question de 4e mandat en Côte d'Ivoire. C'est dans l'imaginaire donc de la classe politique proche de l'opposition que cette idée a pu prospérer. Nous considérons, et en le disant, nous nous appuyons sur la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel en 2020, que aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser nos militants, les bases militantes donc, pour permettre au président Alassane Ouattara d'avoir à partir du 25 octobre 2025 son 2e mandat sous le joug de la 3e République. On a mené ce débat, mon frère Malin et moi, et je voudrais encore une fois de plus faire ces précisions. Lorsque la nouvelle constitution intervient en novembre 2016, vous prenez tous les 3 pouvoirs qui constituent donc le pouvoir en Côte d'Ivoire, le pouvoir donc exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Sur chacun de ces pouvoirs, il y a eu des réformes de nature à influencer positivement ou qualitativement en profondeur, donc on va dire la marche de notre pays en termes donc de textes. Et quand vous prenez au niveau du pouvoir, on va dire le premier pouvoir, le pouvoir exécutif, on a eu par exemple la mise en place d'un vice-président. Quand vous prenez le pouvoir législatif, on est passé donc au bicaméralisme avec la mise en place du Sénat. Vous prenez le pouvoir judiciaire, on a vu par exemple la mise en place de la haute cour, de la magistrature, ainsi de suite. Donc toutes ces réformes ont été donc de nature à, on va dire, impacter en profondeur nos textes et donc de nous faire entrer dans une nouvelle république. Et il se souviendra qu'en 2016, ils ont été nombreux des officiels donc, de l'opposition à initier des marches à l'époque pour dire qu'il fallait donc s'opposer à cette nouvelle réforme parce que si elle passait, naturellement, en 2020, le président Alassane Ouattara pouvait faire un autre mandat. Quand on finit de faire tous ces débats, toutes ces polémiques d'interprétation dans notre pays, on s'est accordé pour dire que le dernier recours en termes d'interprétation de nos textes, c'est le Conseil constitutionnel. Et donc ce débat, c'est à mon corps défendant que je le mène aujourd'hui, sinon il est épuisé, il est évacué depuis 2020, lorsque le Conseil constitutionnel, auquel nous tous nous reconnaissons en définitive, a tranché sur la question. Donc voilà ce que je pourrais apporter comme élément de réponse. Élisée, question. Ok, je voulais juste demander à Malan, c'est juste une question avant de partir sur la seconde. Le président de la Ligue des jeunes du PPACI a-t-il été élu ou nommé? Le président, la Ligue des jeunes est dirigée par un intérimaire qui a été nommé. Donc à ce jour, nous n'avons pas encore de président élu. Élisée, pourquoi la question? Oui, mais pour un parti qui se veut un parti démocratique, comment est-ce que le président de la Ligue a su un intérim de plus d'une année et est nommé à la suite? Comment vous justifiez ça? D'accord. La bonne question, la bonne information, c'est que il a été nommé. C'est tout ce qu'il faut savoir dans un premier temps. Mais vous savez, sa nomination provient d'une histoire. Le PPACI est le dernier né des partis politiques d'influence en Côte d'Ivoire. Nous sommes nés en 2021. Et vous savez, pour une implantation au plan national, c'est un travail qui s'est fait progressivement. Et donc, pour pouvoir élire, selon les thèses du parti, pour pouvoir désigner le président de la Ligue des jeunes, il faut qu'un collège électoral se constitue dans un collège électoral où les membres sont issus de chaque jeunesse fédérale. Et ce travail est en train d'être fait. Et c'est lorsque ce travail sera terminé que nous allons procéder à l'élection du président de la Ligue des jeunes, conformément au statut et règlement intérieur du parti. Pour l'instant, vu que nous sommes dans une année électorale, le président Laurent Gbagbo, à la suite du premier comité central de l'année, c'était en janvier de cette année, le président Laurent Gbagbo a estimé qu'il fallait faire de l'année 2025 une priorité, surtout que c'est l'année électorale. Donc, après les élections, vu que le parti est une continuité, nous allons procéder tranquillement à l'élection du président de la Ligue des jeunes en nous fondant sur la constitution effective du collège électoral. Deuxième question. Maintenant, si vous me dites que est-ce que c'est légitime
conformément à notre test, de nommer un président intérimaire, alors je vous dis oui. Les tests du parti l'autorisent. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est un peu surprenant quand même pour un parti dit parti démocratique, mais bon, je vous le concède. La seconde question, elle est relative à vous, avant que je ne revienne à lui. La seconde question est relative à l'éligibilité de M. Laurent Gbagbo. Vous savez qu'en 2020, le Conseil constitutionnel a rendu un arrêt. Et dans cet arrêt, il y a 3 éléments essentiels qui avaient été mentionnés pour refuser la candidature du président Laurent Gbagbo. Il y avait le fait qu'en tant que membre du Conseil constitutionnel, il n'avait pas démissionné, vu son statut d'ancien chef d'État. Le deuxième élément, c'était qu'il n'était pas inscrit sur la liste électorale. Et le troisième élément qui m'échappe un peu, mais que je pourrais retrouver par la suite. Mais quand on regarde aujourd'hui, de 2020 à aujourd'hui, qu'est-ce qui fondamentalement, sur ces 3 aspects, a changé pour qu'aujourd'hui le PPACI estime que le président Laurent Gbagbo mérite d'être candidat en 2025? Alors, l'argument sur lequel nos amis du parti au pouvoir fondent le fait que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible, c'est le fait qu'il ne bénéficie pas de ses droits civils et politiques. Alors, je vous informe sur le plateau que le président Laurent Gbagbo bénéficie de ses droits civils et politiques. Comment? Vous allez me dire, mais il y a une décision de justice qui dit que, voilà, enfin, qui le prive de ses droits. Vous savez, le procès de l'affaire de casse de BCAO est un procès qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire en son absence, et un jugement a été rendu public et signifié à l'accusé, au président Laurent Gbagbo. Dans ce jugement, il n'est écrit nulle part qu'il lui est privé ses droits civils et politiques. Bien évidemment, vous allez parler du jugement qui circule sur les réseaux sociaux. Mais conformément à la législation ivoirienne, quand un jugement doit être prononcé contre un individu, un citoyen ivoirien, il faut que cela lui soit signifié personnellement. Ça n'a pas été fait. Et donc, en plus, cette décision qui circule sur les réseaux sociaux n'a pas été produite par un tribunal, par le bon tribunal en fait. Voilà, le président Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien chef d'État, doit être jugé par la haute cour de justice. Vous voyez un peu. Donc, c'est au vu de tout cela, nous disons que le président Laurent Gbagbo bénéficie tous de ses droits civiques. Je reviens sur un autre élément. Vous savez, il y a une loi, c'est-à-dire l'article 8, voté en 1900, il y a un article 8 de la loi ivoirienne votée en 1993 qui dit que le président tout fondateur d'un parti politique est président. Quel cadre? Quelle loi? C'est une loi qui existe. Essayez de voir peut-être dans la Constitution, vous allez voir un article 8. Vous dites l'article 8, très bien, je regarde. Non, c'est en 1994, vous ne le retrouverez pas dans la Constitution, parce que cette Constitution, je vais dire, date de 2000. L'article 8 ici, en tout cas, nous dit le domicile est inviolable, les atteintes ou restrictions ne peuvent être... Je vais vous sortir. Voilà. Allez-y. Il y a un article qui dit que tout fondateur de parti politique ou président de parti politique doit bénéficier obligatoirement de ses droits civils et politiques. Donc, c'est un autre fait, et cet article existe, il est toujours en vigueur. C'est un autre fait qui vient renforcer les droits civils et politiques du président. Au-delà de ça, il y a aussi les traités et accords internationaux. Vous êtes sans ignorer qu'en juillet dernier, le président Laurent Gbagbo a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à l'effet de lui faire savoir que ses droits civils et politiques lui ont été privés, et faute de quoi il ne peut pas participer aux élections. Et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a répondu favorablement le mois passé, en août, demandant à l'État de Côte d'Ivoire de tout mettre en œuvre pour pouvoir garantir au président Laurent Gbagbo ses droits civils et politiques. Vous allez me dire, mais est-ce que l'État... Vous allez me dire, mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire... Mais est-ce que ce courrier a été le dernier? Parce qu'après, il y a eu une demande de clarification. Non, je ne peux pas terminer. Je termine rapidement. Vous allez me dire, mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est obligé de se soumettre à cette dérogation des Nations Unies? Je dis oui. Oui, parce que l'article 123, par exemple, de la Constitution, dit que les accords et traités internationaux priment sur les lois nationales. Vous allez le trouver dans la Constitution ivoirienne. Alors, donc, au vu ou au regard de tout cela, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application. Dès ce testant, il paraît normal et légitime qu'on permette au président Laurent Gbagbo de bénéficier de ses droits civils et politiques
afin de candidater à l'élection présidentielle. Toute autre chose qui sera faite serait une injustice qui ne serait pas acceptée par les populations ivoiriennes, par la jeunesse. Merci. Élisée, vous rebondissiez sur... Monsieur Malan, vous avez reçu... Oui, on donne la parole, rassurez-vous. Vous aviez vu le courrier du Comité des droits de l'homme des Nations Unies en date du 22 août. Vous l'avez lu? Je l'ai lu. Il a dit quoi? Dites-le moi. Non, je demande si vous l'avez lu. Parce que si vous l'avez lu, vous ne pouvez pas vous arrêter juste à cette explication. Non. Parce que le courrier du 22 août est un courrier en réponse au PPACI qui a saisi le comité pour une clarification. Et effectivement, sur ce que vous aviez dit, parce que l'État ivoirien considérait justement que ce courrier, était, ou du moins cette décision était à son faveur. Vous, au PPACI, vous avez estimé que c'était en votre faveur. Et sous votre initiative, vous avez écrit un courrier de clarification. Et ce courrier a été répondu par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Vous voulez que je vous explique ce qu'on doit retenir de ça? Je peux vous expliquer. Non, s'il vous plaît, monsieur Malan. Puisque il est question du PPACI, donc il faut qu'on avance. Je vais vous donner la parole. Je vous en prie, on termine avec Élisée et puis on passe à monsieur. Je ne suis pas en débat avec vous. Je vais lui ramener la question. Élisée, on termine votre point et puis on passe la parole à monsieur. Voilà, et donc le courrier avait été clair. Ils avaient dit qu'ils n'ont pas la responsabilité de donner une injonction à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire quiconque sur une liste électorale. Ils ont été clairs, ils ont conclu le débat. Donc je peux vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. On va poursuivre, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Yeo, je vous en prie. Monsieur Yeo, moi aujourd'hui j'ai envie de savoir un peu, c'est quoi l'engagement social des jeunes au niveau du RHDP pour promouvoir la paix? Parce qu'en réalité, in fine, tout ce que vous dites, vos éléments de langage et vos acteurs politiques, vraiment, moi je dis que ceux qui sont en réalité les plus engagés, c'est vous les jeunes, hein, parce que c'est vous qui devez construire l'avenir. Aujourd'hui, quelles sont les actions palpables que vous, en tant que jeunes, vous posez pour garantir qu'il y ait une paix sociale dans ce pays? D'accord, merci. Avant, je voudrais réagir sur un ou deux points. Le premier point, c'est de faire le constat, vous avez posé la question, il n'a pas pu répondre, que le PPACI, donc dans sa déclinaison jeune, a été incapable d'organiser une assemblée générale élective parce qu'il y a eu beaucoup de bagarres donc, à la faveur de ces justes électorales. Et donc le président du parti, tirant toutes les leçons de cela, a dû nommer un intérimaire qui aujourd'hui, semble-t-il, a été confirmé à son poste. L'autre élément, c'est de dire qu'en Côte d'Ivoire, l'article 4 du Code électoral précise les conditions donc, pour être électeur et par conséquent pour espérer être candidat à l'élection présidentielle. Et l'article 4 précise que les personnes déchues de leurs droits civils, naturellement, ne peuvent pas être sur la liste électorale. Et jusqu'à preuve du contraire, M. Laurent Gbagbo ayant été condamné par la justice ivoirienne, donc tombe sur le coup de cet article et ne peut pas être sur la liste électorale. Donc ça, il faut aussi le préciser. L'autre élément, je fais le constat qu'en 2020, le PPACI, à l'époque, je ne sais plus si c'était le EDS à l'époque, était adossé à une certaine décision de la Cour africaine de justice qui demanderait donc de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Aujourd'hui, ils ont été déboutés par la Cour africaine de justice et donc il faut trouver un nouveau moyen à l'international pour continuer d'exister politiquement. Et le narratif qui est trouvé, c'est donc au niveau de l'ONU. Le Comité des droits de l'homme. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et je voudrais rappeler, donc à la suite de M. Bolombe, qu'effectivement, on a tous lu la décision qui a été rendue dernièrement par ce comité de l'ONU qui a encore débouté le PPACI. Venir sur un plateau de télé et nous faire croire autre chose, c'est donc de nature à nous plonger dans des débats stériles. Il faut pouvoir avancer. L'engagement social des jeunes aujourd'hui, notre position, elle est claire. Depuis 2011, beaucoup a été fait donc en Côte d'Ivoire pour les jeunes. Et justement, à travers la mise en place du PND 2026-2030, ces initiatives sont appelées à être amplifiées. Et cela ne peut prospérer que dans un climat de paix, de stabilité. Donc notre devoir premier, c'est comment nous parlons aux jeunes de Côte d'Ivoire pour qu'on comprenne que l'engagement en politique n'est pas une sorte, on va dire, d'immunité pour s'adonner à toutes les dérives. Donc on parle aux jeunes en toute responsabilité. Comment on va à ces élections ? Donc, en exprimant notre choix pour un tel ou pour un autre, et aujourd'hui, ils sont nombreux à porter leur choix sur la vision donc, du RHDP, comment donc, on parle à ces jeunes pour qu'on comprenne qu'on peut être opposé d'un point de vue idéologique, mais l'élément qui nourrit notre démocratie, c'est le débat contradictoire. On a des positions donc, divergentes sur des questions, mais on peut débattre en toute responsabilité. Et puis donc, ce qui, in fine, compte, et le président l'a dit, dernièrement le 26 août, lorsqu'il déposait sa candidature, chacun de nous doit pouvoir comprendre
que la Côte d'Ivoire est au-dessus de chacun de nous, indépendamment de ce que vous êtes, de votre histoire. Donc, vous pouvez vous appeler un tel, vous pouvez être président de parti, mais l'héritage principal, l'élément le plus important pour chacun de nous, c'est comment nous préservons donc la Côte d'Ivoire. Très bien. Et justement, vous allez avoir le temps de pouvoir réagir, M. Malan, mais en même temps, je voudrais vous dire que nous sommes à 1 minute de la fin de ce temps d'antenne. 30 minutes pour la seconde partie nous ont été accordées. Oui, il va répondre en même temps. Il va répondre, assurez-vous, Élysée, en même temps, faire son mot de fin. Et puis on aura également le mot de fin de notre ami du RHDP. Allez-y. Non, mais j'aimerais signifier que c'est moi qui ai commencé le débat. Ah oui, très bien. Donc on terminera. Donc vous réagissez et puis on prend son mot de fin. Allez-y. Mais bien sûr, je tiens à ça. Merci. Alors moi, ce que j'aimerais dire concernant l'engagement des jeunes, l'engagement social des Si on jeunes. peut tout faire dans 1 minute pour tous les deux, ce serait bien. Non, on ne peut pas tout faire. Parce que c'est le temps en télévision. Allons-y déjà. Voilà. Sinon, ça va parce que lui, il a parlé beaucoup. Allez-y. Ce que moi je dis, c'est que nous voulons tous que ces élections-là se déroulent dans des meilleures conditions. Mais ces élections-là ne seraient pas se dérouler dans les conditions que nous souhaitons tous si nous privons à des millions d'Ivoiriens leur voix. Nous les empêchons de candidater ou de participer au scrutin. Donc, nous, notre élément de langage aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux jeunes Ivoiriens qu'il n'est pas normal que celui qui s'est battu pour qu'il puisse voter à 18 ans, celui-là qui s'est battu pour qu'on puisse avoir des urnes transparentes, celui-là qui s'est battu pour qu'il y ait une commission électorale indépendante, après tant d'années, après avoir mené tant de luttes pour que leurs droits soient reconnus, pour qu'ils puissent avoir le droit de s'exprimer là, il n'est pas normal que ce dernier-là, après tant d'années, soit exclu d'un processus électoral, ce dernier constituant la voix de la jeunesse. Donc c'est l'élément de langage que nous donnons. Nous disons à tous les jeunes qu'il est nécessaire qu'ils puissent participer aux élections, mais que leurs droits leur soient reconnus pour pouvoir participer aux élections. C'est l'élément de langage que nous donnons. En même temps, nous sensibilisons les jeunes. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo, lors du dernier meeting à Figayo, faire un recadrage à certains jeunes qui avaient tenu des propos désobligeants vis-à-vis du chef de l'État. Cela témoigne à quel point le président Laurent Gbagbo éduque ou inculque des valeurs à sa jeunesse politique. Très bien. C'est dans sa dynamique que nous sommes actuellement. Merci. C'est ce que j'aimerais dire avant de conclure. On prendra votre mot de fin. Vraiment, aidez-moi, j'ai 30 secondes pour ça. Alors, donc 15 pour chacun. Mon mot de fin, c'est de dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara, depuis 2011, a travaillé pour eux. Travailler pour leur autonomisation, travailler à les associer à la gouvernance du pays. Et aujourd'hui, le président décidant donc de faire un nouveau mandat, a dit que ce sera donc le mandat de la jeunesse. Et il faut croire en cette Côte d'Ivoire qui assume son histoire et qui décide de construire donc son avenir en toute responsabilité et donc en accordant toute sa place à la jeunesse. Il n'y a pas lieu donc de suivre des vendeurs d'illusions aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Yeo. M. Malan, allez-y. Alors, j'aimerais dire aux jeunes Ivoiriens que le PPACI est en train de mettre tout en œuvre à travers son allié du Front commun, à travers le Front commun avec le PDCI-RDA, que le PPACI est en train de mettre tout en œuvre pour que leurs droits leur soient reconnus, leur droit de vote. Qu'il ne sera pas question qu'une exclusion se fasse constater en 2025. Voilà, il n'y a jamais eu d'exclusion en Côte d'Ivoire et il n'en aura pas. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pendant de longues années pour que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent avoir le droit de vote et nous allons rester dans cette dynamique. C'est ce que j'aimerais dire aux jeunes de Côte d'Ivoire pour terminer. Merci beaucoup, merci à vous. Merci M. Yeo. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du président des jeunes du RHDP.